Donc nous sommes en direct, oui, en direct en ce bel été chez Kiosco, un lieu magique parce que ça, non, ça se lit pas à l'envers d'ailleurs. Je dis n'importe quoi, mais ça aurait pu. Osco Puccino. Et je suis avec Anthony. Bonjour Banana Radio, Ça va? ça va bien, Ce beau lundi. magnifique, On va parler musique ce matin parce que la musique rend heureux, et adoucit mœurs. les mœurs. Les mœurs, pas les morses. Et on va parler de ton projet, notamment Thunderbox. On s'était raté au Web Today, donc on se voit aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, on va parler de... dis-nous un peu notre relation avec la musique. C'est une vaste question, mais dans le temps et l'espace. Dans le temps et l'espace, je pense que notre relation de la musique, elle s'est fast-foodisée. Fast-foodisé, ok. Ouais, foodisée. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une certaine époque, on était à peu près intelligent sur la musique. On avait compris que c'était un truc pour vivre des émotions, rencontrer des gens, partir en transe, se marrer. Et que le fait d'avoir eu accès à beaucoup de choses d'un seul coup, avec l'arrivée du MP3, du piratage, a fait qu'on on s'est transformé en des stockeurs de musique sur des disques durs, avec plein de données, et on est devenu très peu intelligent en termes d'expérience de musique, globalement, c'est plus ce qu'on écoute, on n'écoute plus les artistes, on comprend plus leur chemin créatif, on fait next, enfin on est devenu un peu des porcs de la musique à mon sens, c'est un peu là-dessus que nous on est partis, et donc notre relation à la musique, elle a changé, on est devenu des picoreurs, on picore un morceau par-ci, un truc très connu par-là, un truc très indé par-là, notamment je pense les plus jeunes sont très habitués à ça. Alors qu'avant, on était plutôt dans un mode religieux de poser notre CD, notre vinyle qu'on avait acheté très cher, et de l'écouter en entier parce que c'était un peu religieux comme expérience. Après, il y a le retour du vinyle aussi un peu quand même. Ouais, qui représente 2% du marché Ouais. mondial de la musique. Ouais. Ouais, un léger retour pour les bobos ou les hipsters, oui, c'est vrai. Sur l'objet ou la qualité du son. Est-ce que tu penses vraiment que cette nouvelle consommation de la musique, on va pas dire consommation, cette nouvelle, c'est horrible, hein. Ah, c'est pas beau. Justement, c'est ça, c'est que Là, ça. c'est ça justement, c'est que c'est Bah devenu, la musique est devenue des boîtes de oui. conserve, tu vois, hein, de la conso pure et dure, sauf que c'est un bien culturel qui fait appel à de la création. Donc ce mot me plaît Bah pas, ouais, bah ouais. me plaît pas des masses, mais c'est comme ça qu'il est vécu Mm. aujourd'hui par 80-90% des gens, quoi. Mais en fait, c'est une tendance générale. Là, tu parles de fast-food et en fait, on reparle maintenant. On pourrait parler alors de slow music parce que maintenant on parle aussi de slow food. Enfin, il y a tout le mouvement du slow. Donc en fait, on a développé aussi un rapport un peu malsain avec le temps. Je sais pas. Avec, Ouais, faut que ça aille vite, faut que ça. Je te dis, le next, c'est le point principal. On est devenu des fous furieux de ça, on veut plus attendre. Et les gens, moi je le vois souvent, pensent ne pas aimer une musique après à peine 2 secondes. Comment on peut ne pas aimer une musique après 2 secondes? Bon voilà, c'est on prête plus attention, c'est du fond sonore quasiment. La musique, c'est devenu un peu un fond sonore permanent, une sorte de bruit permanent autour de soi. On y prête éventuellement attention sur un live. Et heureusement, parce qu'on est prêt à payer pour ça, parce qu'on va vivre une belle émotion avec des gens qu'on ne connaît pas, avec ses potes, avec sa famille et avec un artiste. Donc on donne de la valeur encore sur le live, et pour le reste, oui, sur le vinyle, je suis d'accord avec toi, pour l'objet ou pour la qualité du son, mais la plus moche invention du monde a été quand même le boîtier cristal, le boîtier cristal. qui est le boîtier CD, le boîtier en verre qui se casse avec le CD, qui a fait que les gens ont pu cette relation qu'ils avaient avant avec le support ou avec la qualité de la musique, et voilà. Et moi je trouve ça pas cool le CD, donc le vinyle, un petit retour léger. Il y a les disques RDS qui sont hyper cool, mais bon voilà, il faut que les gens reprêtent attention à la musique et redeviennent un tout petit peu intelligents dans l'écoute de la musique, et notamment l'écoute à plusieurs, là où nous on travaille, quoi. Eh bien, raconte-nous justement comment tu souhaites réenchanter l'écoute de la musique. Bah, on porte la conviction de se dire que la musique, c'est quelque chose qui a été créé au début de l'humanité, hein, pour être une expérience à plusieurs pendant très longtemps. Qui est-ce qui a inventé la musique? Les premières tribus, c'était le son, c'était transmis essentiellement oralement, de l'enfant, enfin de la mère à l'enfant, d'une tribu à une autre.
Donc ça a été créé pour des fonctions purement, je dirais, sociales, de connexion entre nous, de vivre des expériences, des émotions. Et puis à un moment donné, moi je suis parti du principe que globalement il devait y avoir très peu d'hommes des cavernes qui chantaient tout seuls pour eux-mêmes dans une caverne. Ça devait être très rare. J'imagine bien la scène, ça doit être rigolo. Ça devait être rigolo. Et à un moment donné, des mecs plutôt intelligents, on commence à stocker la musique sur du papier, les grands compositeurs, pour justement la transmettre et que ça puisse être reproduit, même s'il y avait de l'interprétation derrière. Et puis il y a un point de rupture clé, c'était en 1887. C'est Thomas Edison qui invente le phonographe, qui est cet objet bizarre, cylindrique, qui permettait une écoute infinie de la musique. Ça ressemble à quoi? C'est un truc comme ça? Un rond en cuivre où on gravait de la musique dessus, on pouvait la réécouter à l'infini, sans qu'il n'y ait plus d'interprétation, vu que c'était le morceau original qui était transmis. Il était de quelle nationalité? Enfin, j'imagine qu'il n'est plus là, malheureusement. Non, il n'est plus là, Thomas Edison, mais je ne sais même pas, mais c'est un des plus grands inventeurs, américains, je crois. Ouais, parce qu'il y avait lui, et il était dans l'électricité, Thomas Edison. Il a inventé il y avait Tesla, enfin pas Tesla, mais il y avait le courant continu, le courant alternatif. Lui, c'était un des deux, je ne sais plus lequel, donc américain. Ou suédois, parce qu'Edison, ça fait suédois. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà, et puis à un moment donné, le 20e, tu as un gros truc qui se passe. C'est une grosse, une grande et une rapide évolution finalement en un siècle technique, où tu passes globalement du phonographe au streaming. Le vinyle, le CD, le MP3, la cassette, la radio, et tout ça se dématérialise gentiment il y a une quinzaine d'années pour arriver sur des fichiers non physiques qui sont donc les MP3, puis après le streaming, qui est le fait de gérer avec les flux, de ne plus avoir de musique et puis tu accèdes à tout, un peu comme sur YouTube quoi, pour la vidéo audio. Et voilà, et donc avec cette dématérialisation, on perd un peu de valeur sur le marché, même beaucoup, puisqu'on est sur un marché no music qui a été divisé par deux en 15 ans quoi. Donc on n'investit plus dans les artistes, les majors se divisent par 3 en termes de nombre de salariés. C'est dur, quoi, c'est rude. Le physique. Par 2, ouais, c'est énorme. 3 par 3. Plus personne dans les maisons de disques. Les mecs investissent que sur les gros artistes, plus sur l'émergence, plus sur les indés. Et ça, c'est un vrai problème. Alors d'un autre côté, il y a les réseaux et les mecs commencent à se lancer dans de l'autoproduction, de l'autopromotion, de l'automanagement de communauté, parce qu'avec les réseaux d'aujourd'hui, tu peux faire ton travail tout seul et aller chercher ces fans quoi, qui vont demain te financer sur du live, qui vont t'acheter peut-être quelques vinyles, etc. etc. Donc bon, voilà. Donc globalement, le premier marché qui s'en est pris plein la tronche avec l'arrivée du digital, c'était la musique. Et t'as discuté, est-ce que t'as rencontré des artistes qui ont eu qui t'ont fait part de leur ressenti et qui t'ont marqué ou je sais pas? Ouais, pas plus tard qu'au Web Today, puisque je m'occupais toute la partie musique pour le Web Today. Et le mercredi, j'ai fait intervenir 4 artistes sur 2 conférences différentes. Une première qui était artiste et digital, où j'avais Antonin, ex-membre de Pony Pony Run Run, et David, qui a fondé un label qui s'appelle Do You Like, et qui officiait dans un groupe indé assez connu qui s'appelait Smooth, à Nantes, qui passait sur des radios un peu hipster comme Nova, etc. Et effectivement, eux, ça a été très très rude parce que juste manger. Parce qu'ils vendaient des CD, ils vendaient des trucs. Et quand est arrivé le streaming et le MP3, ils ont vu tout ça s'échapper. Et donc, ils ont dû faire beaucoup de scènes pour tenir. Ils sont même allés, pour le cas de Smooth, finalement se galvauder, ce qui a un peu rompu le groupe, en faisant ce qu'on appelle l'endorsement, c'est-à-dire la musique d'une marque. C'était Jameson pour les whisky. Et c'est là où ils sont partis en vrille. C'est ce qu'il nous a raconté. Parce qu'il fallait qu'ils vivent et que ça leur apportait du cash qu'ils prennent leur musique et leur nom pour une pub. Et voilà, ils l'ont fait. Mais c'était pas très simple parce que c'était des purs indés créatifs, tu vois, qui voulaient pas rentrer là-dedans, mais ils l'ont fait pour vivre. Donc oui, ça a beaucoup changé de choses pour les artistes. Le digital, on doit parler à plein de gens différents, sur plein de réseaux différents. C'est très chronophage. Quid de l'argent qui est reversé par le streaming ou par l'industrie de la musique. Pour avoir des royalties sur sa musique produite, sur sa composition. Donc oui, ça a tout bouleversé. Bon, ce qui est génial, c'est que comme c'était le premier marché qui s'en est pris plein la tête, notamment dans les industries culturelles, maintenant il sort de l'ornière et ça y est, le marché se redresse depuis 2-3 ans. Donc parce que les gens recommencent à accepter de payer 10 balles par mois, 10 euros par mois pour avoir accès à toute la musique du monde. Quelle plateforme de streaming fonctionne bien? Le leader aujourd'hui, c'est Spotify. Pour l'instant, mais l'échiquier, enfin une grande guerre actuelle, puisque tout le monde est en train d'y aller.
même des gens qui n'étaient pas cœur business sur ce marché de la musique. Premier c'est Spotify, après derrière tu as Apple Music qui a lancé son service l'année dernière, mais ils ont une telle force de frappe qu'ils ont pris une quinzaine de millions d'abonnés payants. Ils font que des offres payantes directement à Apple. Et puis après tu as Deezer qui est un peu très à la traîne, t'en as plein. Et puis maintenant t'en as même qui se lancent et qui sont pas dedans. Leclerc a lancé un service qui s'appelle Reglo Music. La Fnac a lancé Fnac Jukebox qui marche pas du tout. Et t'as même Amazon, le grand de tout, qui se lance dans un service qui s'appelle Amazon Prime. Et même Google a un service de streaming que personne ne connaît qui s'appelle Google Music. Mais eux ils s'en foutent, ils communiquent pas, ils font ça pour occuper le terrain. Donc il y a plein de mecs qui rentrent sur le marché. Et puis à un moment donné, je pense, peut-être l'année prochaine, ils vont faire basculer tout le monde en payant. Il n'y aura plus de gratuit, de streaming gratuit qui rapporte aucun fric. Parce que le rapport de Après, fric... il y aura quand même YouTube. Tu penses que YouTube va se mettre au payant? Ils sont dans l'ornière de tout le monde. Ils vont se faire défoncer, ils sont en train de se faire gentiment défoncer par les majors, par la communauté européenne, par plein de trucs, parce qu'effectivement, ils payent encore 10 fois moins ou 100 fois moins que les providers de streaming comme Spotify ou Deezer. Donc ça pose un vrai problème de rémunération des artistes, de l'œuvre, parce que c'est plein de droits compliqués la musique. Donc oui, à un moment donné, il va falloir, sachant que YouTube, c'est 60% de l'écoute de la musique dans le monde aujourd'hui. Les jeunes écoutent YouTube, et les jeunes adorent mixer en ouvrant 2 pages YouTube pour enchaîner des morceaux, c'est comme ça qu'ils font. Même si c'est très chiant à mon sens, mais ils utilisent cette expérience-là. Donc l'argent qui a été généré par le streaming gratuit, chez Spotify, chez qui tu veux, chez Deezer, a généré moins d'argent, moins de marge, moins de bénéfices que la vente de vinyle, qui représente 2% du marché mondial. Donc tu vois, ça rapporte rien. Donc à un moment donné, ils vont faire tout le monde payant, ou tu retournes à tes bons vieux disques durs MP3, là où tu sais pas quoi écouter parce que tu as trop de données et que c'est pas intelligent. Et tu l'estimes à quand le tout payant? Moi, je le sens pour 2017 ou 2018 maxime, et ils vont faire basculer le marché. Là, ils laissent s'organiser la guerre et la concurrence sur le stream. Et puis à un moment donné, comme c'est les majors qui détiennent 70% du catalogue mondial, elles vont faire les 3, Sony, Warner et Universal vont faire stop. Maintenant, tout le monde payant ou rien. Ou alors retourner à vos beaux vieux disques durs, quoi. Ce qui est pas marrant. C'est marrant parce que moi je pensais plus que ça allait être dans la tendance du tout gratuit. Non, parce que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, et, mais oui, voilà. Oui, qui est-ce qui a sorti cette phrase? C'est une phrase de l'internet qui est tout à fait Je me logique. demandais s'il y avait un auteur ou une. Non, c'est une phrase lambda. C'est gratuit, c'est toi le produit. À un moment donné, mais quelque part, moi je suis contre cette vision de la pub qu'il y a sur les radios. Moi ça m'insupporte d'écouter les radios, je les écoute plus d'ailleurs, généralistes, et d'avoir globalement plus de pubs que de temps de son ou de temps d'interview ou de verbal. Je crois plutôt au fait qu'on paye et qu'on ait une belle expérience. Qu'on ait plus cette pub, qu'on ait de la qualité d'expérience, de l'intelligence, de la belle recommandation sur l'écoute de la musique. Et c'est pour ça que les médias et même la télé, il faut peut-être qu'ils se remettent en question pour trouver des nouveaux modèles économiques, parce que si tout le monde se casse à cause des pubs, et après il y a un autre débat sur la beauté des pubs, ça c'est une autre. Alors le travail parce que si la pub te faisait vivre une expérience émotionnelle. Il y en a qui essayent, mais c'est pas évident, c'est souvent imposé, les formats sont pas jolis, il n'y a pas de sens. Donc voilà, nous on le fait, on va le faire plus tard, beaucoup plus tard, mais très intelligemment et sporadiquement. Pas de façon massive parce que ça fait marrer personne. Sporadiquement, ça veut dire petit à petit? Ouais, de temps en temps, de temps en temps, sur des choses très intelligentes, très graphiques, très expérientielles, puisque tout ça doit être, l'audio pour moi c'est plus largement que la musique, une interview, un reportage, c'est une expérience qu'on propose à des auditeurs ou à des gens ou à des amis, et elle doit être fine, elle doit être intelligente. Donc nous on doit donner des outils, et les boîtes doivent donner des outils aux gens pour vivre ces expériences-là. Et finalement, pour avoir je pense, l'avenir, c'est d'avoir le bon son au bon moment, en fonction de ton humeur, en fonction des gens avec qui tu es. C'est ça l'objectif. C'est plus d'avoir 30 millions de tracks. On s'en tamponne d'avoir 30 millions de musique sur un fournisseur de streaming. Ce qu'on veut, c'est le bon son au bon moment. Mais ça c'est complexe. C'est marrant parce que j'ai un ami, Big Up Magnan, qui me disait « Ah, ça serait incroyable de trouver une musique qui plairait à tout le monde. » Et je trouvais que c'était une phrase assez mignonne, mais très belle, mais c'est compliqué. Et donc, vous, toi, plus ton équipe, vous êtes combien? On est 5. Vous êtes 5, ils sont sympas? Ouais, globalement, ils sont plutôt cool. Ouais. C'est cool. Avec Thunderbox, c'est quoi justement concrètement vous proposez quoi? Au démarrage, on avait réinventé, on s'était positionné comme réinventant le jukebox. Bon,
jukebox, avec du streaming. Donc l'idée c'était de faciliter la programmation de la musique à plein. Avec un téléphone, tout le monde pouvait dans un pot commun rajouter des morceaux dans une playlist commune en temps réel avec des interfaces graphiques. On voyait globalement qui mettait de la musique. Et sauf qu'il y a un vrai problème là-dedans, c'est que c'est un mot inconnu de la moitié de l'humanité, le jukebox. Connu des anciens mais pas des jeunes, forcément. Quand tu leur montes un jukebox à un jeune de 15 ans, il va te dire c'est quoi ce truc en bois. Ça veut dire quoi, juke? Je sais plus, juke, bon, je sais pas. On fera des recherches. Ouais, on fera des recherches, mais c'est un truc qui sonne pas. Et puis c'était trop événementiel, trop pour faire la fête notre truc. Donc très utilisé sur des événements, des cocktails, des soirs entre potes pour régler le fameux problème de la guerre derrière un ordinateur quand tout le monde a bu trop de bière. Bon voilà, on a passé ça. Ah oui, ça c'est complexe. C'est complexe et c'est en tout cas la réalité de l'usage des gens dans certaines soirées. Ça se bataille un peu, ça change d'iPod ou de téléphone ou de machin et ça veut imposer. Parce qu'on est devenu très intolérant et on pense que la musique de nos meilleurs amis est nulle. Hein, donc la note est meilleure que la tienne. Hein, la mienne est meilleure que la tienne. C'est moi qui est la plus grande, donc bon forcément. Et donc on a bifurqué. Oreille, voilà. On a bifurqué en termes de business et en fait on a redesigné. Par rapport aux valeurs que j'exprimais tout à l'heure par rapport à ce qu'était la musique au début et pendant très longtemps, pendant des millénaires, jusqu'à une quinzaine d'années, on a redesigné une nouvelle façon d'écouter la musique, un nouveau service de streaming, mais un peu plus libre et ouvert sur les autres. Parce que c'est notre veine, nous, c'est le social, c'est l'interaction, c'est vivre des émotions ensemble comme dans un live. Et l'idée de la proposition de valeur, qu'on va sortir à partir du 1er août, qui est actuellement en alpha, qui va passer en bêta au 1er août. Ah, il y a alpha avant bêta. Ouais, alpha, c'est quand ça sort du dev. Ah ouais. Tout juste, les mecs ont fini de coder et ça sort. Et après, il y a gamma. Non, après, c'est tu fais ton vrai service. Okay. Ouais, on pourrait faire tout l'alphabet grec, mais ça pourrait être un peu rude. Et l'idée, c'est que tu deviennes une radio. Deviens une radio, deviens un flux mondial, deviens une radio internet. Toi, le particulier, toi, l'humain, toi, le bar, toi la marque, toi le produit, toi la poule, toi la chaise, toi le lampadaire, on s'en fout. L'idée c'est de transformer toutes ces choses-là, n'importe qui ou n'importe quoi, en un flux mondial, en un hotspot de musique mondiale, où les gens vont pouvoir, comme sur YouTube, venir s'abonner à toi, te suivre, écouter ta radio de toi-même, ou la radio de leur grand-mère, ou la radio de leur bar préféré, disposer eux-mêmes de leur propre, de devenir un propre média eux-mêmes, de montrer au monde ce qu'ils sont musicalement, leur ADN, ce qu'ils aiment, et de temps en temps, d'où le côté interactif toujours conservé sur Thunderbox, laisser tes amis, ta communauté te rajouter des morceaux, te proposer des reportages, de l'audio en général. Donc, truc très interactif, très expérientiel, que tu veux utiliser une teuf, que tu vas utiliser dans ton bar pour laisser tes clients interagir, que tu vas utiliser avec tes étudiants quand tu as un B2, etc. etc. Il n'y a plus de limite à tout ça. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de libérer la musique parce qu'on pense qu'elle a été un peu trop longtemps remise dans une cage, la cage de nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes dans l'écoute de la musique et on doit libérer tout ça. Et pourquoi pas nous montrer aux autres ce que l'on est musicalement. Hein. Musicalement, mais aussi, je dis bien, quand on parle de web radio, c'est aussi la capacité demain d'y mettre un podcast, d'y mettre une interview que tu fais, de faire un live stream. Enfin, plein d'expériences. Nous, on donne juste des outils aux gens pour qu'ils deviennent des flux, qu'ils se marrent, qu'ils vivent des émotions avec les autres. Ou pas, parce qu'on couvre aussi la partie centrée sur toi-même comme les autres. Hein. Écouter ta playlist et faire next, on sait le faire. Mais tu deviens aussi une radio internet et ça c'est vraiment cool. C'est là la proposition. Et c'est branché à une box que tu branches à des enceintes ? Ça c'était au démarrage, c'était parce qu'au démarrage on avait démarré sur du professionnel et quand tu travailles sur du professionnel, soit les mecs utilisent un PC ou un Mac, donc un logiciel ou du web, et donc voilà, chez les barindés et tout ça. Mais quand nous, on discutait et on discute avec des grands ensembles, je te prends un exemple, si demain tu veux sonoriser Quick ou Subway, la méthode de sonorisation des grands ensembles, où il y a plein de magasins, c'est des box. Elles sont mises, elles sont cachées, elles font l'interface graphique, elles font de l'audio, et voilà, et on les gère à distance. C'est pas des ordinateurs du mec du coin, ce sont des box. Donc on a toujours une box, mais qui est plus centrale dans notre dispositif, puisque nous, ce qu'on met en avant maintenant, c'est l'usage. L'émotionnel, l'expérience. Et d'ailleurs, on va renommer pour le grand public. Thunderbox va rester sur la partie professionnelle et on va faire un nouveau nom à la rentrée de septembre pour cette partie-là qui exprimera très bien l'histoire de notre boîte, l'histoire du marché de la musique. On a vraiment prévu un truc vraiment cool, mais qu'on annoncera qu'au mois de septembre. Suspense. Est-ce que vous avez déjà expérimenté alors ou pas encore ?
Bah oui, oui, déjà, dès qu'on a décidé de changer, c'était au mois de novembre l'année dernière, on a refait cette thèse et puis on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? On allait en parler déjà dans un premier temps avant d'exécuter, c'est-à-dire de développer le système qui permet que ce soit automatique, de créer une sorte de YouTube de la musique et de la radio. Et tout de suite, les mecs nous ont fait là où avant ils pouvaient défoncer un peu notre modèle et dire ouais, mais là, Jukebox c'est trop événementiel, trop ponctuel, c'est pas utilisé tous les jours. Là, d'un seul coup, les mecs nous font ouais, c'est vrai qu'on est devenus des cochons, c'est vrai qu'on n'écoute plus, je vais devenir un flux mondial, c'est cool. Et le mec à Tahiti, à New York ou devant moi, mon pote, va pouvoir écouter ce que je suis, partager, me faire une proposition d'un groupe qu'il a entendu la veille ou qu'il a découvert en live dans un petit festival. Donc toute cette partie échange qui nous est vraiment notre veine de démarrage, et ben la radio s'y prête bien, la web radio, la radio internet est vraiment un média qui s'y prête très très bien. C'est top. Quel va être l'énorme événement de lancement, la grosse soirée de Thunderbox? On va la faire, on va lancer mi-septembre une opération de crowdfunding sur Thunderbox pour prédiler de l'abonnement, puisqu'on a un modèle, nous, de business qui est lié à de l'abonnement, comme tout le monde, avec le même prix que tout le monde. C'est-à-dire 9,90 €, mais couvrant ta partie centrée sur toi-même et ton côté web radio, hotspot mondial de musique. Donc on va faire deux événements. On va faire un événement pour la communauté nantaise, parce qu'on est de Nantes, dans un lieu extrêmement cool, comme on l'avait fait à l'époque sur des lieux comme notamment Stéréolux, qu'on avait privatisé. Et on va aussi faire ça dans un lieu auquel je tiens beaucoup sur Paris, qui nous avait aidé au démarrage, qui s'appelle la Bellevilloise, à Paris, dans le 19e. On va faire un gros event de lancement de ce nouveau nom et de cette OP de crowdfunding qui va être fait avec un partenaire qui s'appelle Ulule, avec qui on bosse. La petite chouette. Voilà, avec la petite chouette. La petite chouette. Très bien. Est-ce que... question carte blanche. Carte blanche, bah... Enfin, question message carte blanche. Message carte blanche, simplement suivez Thunderbox, allez laissez votre petit mail sur notre homepage. Le 1er août, vous pourrez devenir une radio. Après avoir créé votre compte, vous deviendrez un flux mondial de musique et vous allez vraiment vous marrer. On a bossé dur sur l'expérience que vous allez avoir, sur les petites fonctionnalités vraiment cool que vous allez avoir, et je pense que vous allez vraiment vous marrer et revivre la musique un peu différemment. D'ailleurs, notre baseline, elle est vraiment marrante, c'est vivez votre musique seul ou à plusieurs. On vous donne les deux opportunités sur Thunderbox, donc inscrivez-vous et testez et remontez-nous des infos. On a besoin de vous pour faire vraiment un très très beau service et proposer une alternative de l'écoute de la musique un peu différente de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Super. Moi j'adore les marteaux-piqueurs de cette rue. Ouais, c'est génial. Sympa, hein. Ils sont en train de tout défoncer dans le quartier. Ils sont très sympas. Ils font de la musique. Est-ce que t'as, pour finir, tu partages tes bureaux avec Clever Cloud. Est-ce que tu as un dossier sur Quentin Adam ou sur Clever Cloud en général? Non, à part qu'il est très poilu et qu'on héberge toute notre tout Thunderbox chez lui et que ça tourne du feu de Dieu, on n'a pas de dossier. Non, c'est cool. Ok, ça marche. Merci beaucoup Anthony et bonne continuation. Avec grand plaisir.